Il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles les conditions d'équilibre des solides élastiques n'ont pu encore être déduites de la théorie mathématique de l'élasticité, et où elles ne sauraient être obtenues qu'au moyen de méthodes fondées sur des hypothèses plus ou moins approchées, lesquelles même souvent ne sont pas applicables. Il est donc utile de chercher comment, d'une manière générale, l'expérience peut suppléer à la théorie et fournir a priori par les résultats de l'observation sur des modèles en petit, les conséquences désirables relatives à des corps de plus grande dimension qui peuvent ne pas être encore construits. Et plus loin... En faisant intervenir des forces d'inertie, et particulièrement la force centrifuge, on peut faire en sorte que, pour le système de petite dimension, pour le modèle, la force agissant sur toute la masse et rapportée à l'unité de masse soit très supérieure à la pesanteur et égale à la valeur qu'on veut lui donner. Peut-être les notions précédentes pourraient-elles être appliquées avec fruit dans les études préliminaires d'un projet qui, depuis quelques années, a occupé l'attention et qui consisterait à relier la France et l'Angleterre au moyen d'un pont métallique reposant sur des piles gigantesques très espacées entre elles. Plus d'un siècle a passé, la liaison entre la France et l'Angleterre reste à établir. Mais une idée s'est concrétisée. Utiliser l'accélération centrifuge pour recréer sur un modèle réduit les mêmes états de contrainte et de déformation que dans l'ouvrage en vraie grandeur, tout en conservant les mêmes matériaux. La similitude sera obtenue si le champ de pesanteur du modèle réduit est multiplié par le facteur de réduction n des dimensions géométriques du prototype. En 1869, M. Phillips proposait d'appliquer cette méthode expérimentale à l'étude de ponts. La modélisation en centrifugeuse s'est en fait développée au travers d'un autre domaine d'application, la géotechnique. La stabilité des ouvrages en terre, celle des cavités souterraines, les questions d'interaction entre le sol et les structures sont autant de problèmes où les efforts pondéraux ont une part essentielle et pour lesquels le comportement post-élastique des matériaux doit être correctement représenté. Ces deux caractéristiques sont la justification principale de l'intérêt de la modélisation en centrifugeuse, en mécanique des sols. En 1980, la Délégation générale à la recherche scientifique et technique reconnaît l'intérêt de construire en France une grande centrifugeuse conçue pour les recherches en mécanique des sols. La région des Pays de la Loire et le département de Loire-Atlantique vont apporter leur concours financier à cette opération. 1982, le marché d'études et réalisations est conclu avec la société française Accutronic. Examinons les choix faits pour la conception. Lors d'un essai en centrifugeuse, les différents points du modèle ne subissent pas la même accélération. Le champ de force est central. Pour réduire ce biais expérimental, il faut que le rayon de giration moyen soit le plus grand possible. Pour une distance de 5,50 m de l'axe de rotation à la base d'un modèle d'1 mètre de hauteur, l'erreur sur les contraintes géostatiques est inférieure à 5%. Les modèles d'ouvrage en terre mettent en jeu des masses importantes. La masse maximale utile embarquée a été fixée à 2 tonnes, soit environ 1 mètre cube de sol. Ces 2 tonnes peuvent être soumises à 100 fois l'accélération de la pesanteur G. L'accélération centrifuge peut être portée à 200 G pour étudier le comportement d'ouvrages ayant jusqu'à 200 mètres de longueur ou pour explorer les effets d'échelle. À 200 G, la masse embarquable est de 500 kg. Un schéma permet d'illustrer le domaine d'utilisation de cet équipement. En abscisse, la valeur de l'accélération centrifuge. En ordonnée, la masse embarquable. 2 tonnes à 100 G, 500 kg à 200 G.
Le domaine est délimité par la capacité d'équilibrage, la vitesse d'entraînement du moteur et la résistance mécanique de certains éléments de la nacelle. Les centrifugeuses existantes reflètent de conceptions mécaniques diverses. L'architecture générale est cependant semblable, on retrouve les mêmes sous-ensembles. Une nacelle porte-modèle, les bras, un contrepoids d'équilibrage. L'ensemble mis en mouvement par une chaîne de motorisation tourne autour d'un axe vertical. La nacelle est formée de 3 parties, la plateforme et 2 montants latéraux. Elle pivote à l'extrémité des bras afin que la verticale du modèle coïncide à tout instant avec la résultante des forces de masse qui lui sont appliquées. De larges ouvertures permettent de tous côtés un accès facile au modèle, l'embarquement de conteneurs de grand gabarit et des prises de vue en rotation de la face arrière de certains modèles. La plateforme présente une structure caissonnée. Cette solution permet de minimiser la masse propre de la nacelle en conférant à l'ensemble la rigidité très élevée requise par le cahier des charges. Pour limiter les déformations subies par le modèle, il était imposé au support, en toutes circonstances, une flèche maximale de 500 microns. Les mêmes problèmes se sont posés pour les 2 montants latéraux. Le souci d'alléger la nacelle a guidé leur conception. Les prédimensionnements par les calculs classiques de résistance des matériaux ont été affinés par des analyses s'appuyant sur la méthode des éléments finis. Octobre 1984. Sur la dalle d'essai des structures du laboratoire central des ponts et chaussées à Paris, on procède à une expérimentation de la nacelle. Objectif : contrôler la validité des prédictions des modèles de calcul de la nacelle assemblée par un essai de chargement avant toute rotation de la centrifugeuse. Un effort réparti est appliqué au centre de la plateforme. La charge croît de 0 à 500 kN. 26 comparateurs suivent les déplacements de la plateforme. Les déformations locales sont en 12 points, mesurées par des jauges de contrainte. Cette instrumentation permet de restituer l'allure de la déformée d'ensemble de la nacelle. Les prédictions des calculs, conformes aux résultats des essais pour les valeurs des contraintes et des déplacements, la nacelle, près de 2500 kg d'acier, est prête aux premiers essais en rotation. Avec le modèle, c'est ainsi une masse de 4500 kg qui est centrifugée en bout de bras jusqu'à 100 G. La vitesse tangentielle est de 290 km/h à leur extrémité. À 200 G, la vitesse périphérique dépasse 410 km/h. Près de Saint-Étienne, on fait reprendre du service un tour jadis employé au perçage des fûts de canon. Il s'agit là de fabriquer 2 pièces maîtresses, les bras de la centrifugeuse. Une extrémité portera la nacelle, l'autre les contrepoids assurant l'équilibrage dynamique. Chaque pièce est tirée d'un brut de près de 7 mètres de long, dont la masse initiale dépasse 10 tonnes. Elles sont forées suivant un diamètre de 35 cm et sur une longueur de 3,50 m pour alléger les bras du côté de la nacelle. La chape recevant l'articulation rotulée est usinée dans la masse. Cette solution a été jugée plus économique et plus sûre que l'option envisagée initialement de rapporter une chape boulonnée au bout d'un tube. À l'autre extrémité, on usine les filetages et les engrenages qui serviront à la translation des contrepoids d'équilibrage. Dernière opération, le rodage de l'intérieur des tubes pour supprimer les aspérités, les rayures dues à l'outil de forage. Elles peuvent être autant d'amorces de micro-fissures. En rotation,
L'effort de traction exercé à l'extrémité de chacun des deux bras équivaut en effet au point d'un Boeing 747 à pleine charge. Simultanément, en région parisienne, se poursuit la fabrication des autres sous-ensembles. Le boîtier central d'entraînement des deux bras. Les procédures de soudage des divers éléments ont été établies avec les experts de l'Institut français de soudure. L'ensemble fixe, formé de l'embase et du pivot central, dans lequel sera logé l'arbre vertical entraînant le rotor. Après le soudage, l'usinage de la pivoterie. La fabrication des différents sous-ensembles est achevée. C'est maintenant la phase du montage à blanc de la centrifugeuse. La machine est assemblée et les éléments du contrepoids ont pris leur place. La centrifugeuse apparaît dans sa configuration définitive. Seul le site d'accueil changera. Au centre de Nantes du laboratoire central des ponts et chaussées, nacelle et contrepoids déposés, la centrifugeuse est prête à être installée sur son socle. Depuis longtemps déjà, on se préparait à l'accueillir. Ferraillage des fondations. Bétonnage de la dalle. Ferraillage. Et bétonnage du socle support. Construction de la rotonde devant abriter la machine et des locaux affectés aux recherches en centrifugation. Local de prise de vue, poste de commande, atelier, salle de préparation des sols et des modèles, laboratoire de mécanique des sols et salle de travail. Un environnement technique complet, sans équivalent, qui permettra la préparation et le déroulement des essais dans des conditions optimales d'efficacité. La caméra a simplement voulu être témoin de la dernière opération. Le recépage des tiges d'ancrage des platines d'appui scellées au béton. 23 tonnes entre ciel et terre. L'essentiel de la centrifugeuse, assemblée en usine, est mis en place par grutage, par le toit du bâtiment. La transmission des charges s'effectue par des pièces de liaison conçues pour permettre les dilatations thermiques sans que soit modifiée la position de l'axe vertical de rotation. La machine repose maintenant sur le socle par 4 points d'appui. Des tirants de fort diamètre viennent compléter l'ensemble pour reprendre des efforts d'arrachement accidentels. C'est maintenant la mise en place des 5 éléments de 3 tonnes chacun, composant le contrepoids. L'équilibrage de la centrifugeuse s'effectue à l'arrêt par translation du contrepoids sur la partie filetée des bras grâce à un système d'engrenage. Cette solution originale évite la manutention fastidieuse de masse additionnelle entre 2 expérimentations et toutes les sujétions dues au stockage et au levage. Le réglage de la position est simple et précis. Un certain déséquilibre pouvant apparaître en cours d'essai par suite d'une modification de la masse embarquée ou de la configuration du modèle
la centrifugeuse est conçue pour admettre un balourd de plus ou moins 100 kN. Le défaut d'équilibrage est déterminé avec précision en permanence à l'aide de jauges équipant les lames d'appui. La nacelle peut être maintenant montée à l'extrémité des bras. Il n'y a pas de son. La plateforme prend place entre les montants latéraux. Et l'assemblage se termine par la mise en place des cônes de liaison. La nacelle est habillée d'un carénage dont la forme particulière, dissymétrie de l'ogive avant et béquet arrière, est le résultat d'études sur modèle réduit effectuées à l'Institut de mécanique des fluides de Lille. Les bras étant de forme cylindrique, leur carénage se limite, côté nacelle, à la simple fermeture des faces supérieures et inférieures entre les tubes. Le montage des éléments mécaniques s'achève. Les essais en rotation pourront débuter une fois établi l'ensemble des liaisons électriques entre la salle des moteurs et le poste de commande. La chaîne de motorisation, ce sont 4 éléments disposés en ligne. Un moteur électrique, un embrayage à courant de Foucault, un frein à courant de Foucault, et enfin un réducteur renvoi d'angle. Le choix de la puissance du moteur était déterminé par celui du temps de montée en accélération centrifuge. Cette phase transitoire doit être la plus courte possible pour les sols fins. Les considérations économiques limiteront cependant la puissance installée. Pour une valeur nominale de 410 kW, les 200 G sont atteints en 6 minutes. Le moteur tournant à vitesse constante, 1000 ou 1500 tours par minute, la variation de vitesse est obtenue par l'embrayage et le frein à courant de Foucault. Allô, le PC? Oui, nous allons tester le relais K25 sécurité température frein. Hein. Vous pouvez les derniers réglages mécaniques effectués, les liaisons contrôlées. Ça fonctionne. Nous sommes dans la salle de commande. Les paramètres de fonctionnement de la centrifugeuse et de l'ensemble des servitudes, l'état de toutes les sécurités assurant la protection de l'installation, apparaissent clairement à l'opérateur. Le pilotage s'effectue indifféremment en mode manuel, selon une rampe de montée en accélération programmée. Bien, on va passer à 135 tours. 135 affichés. Bon, ben l'ensemble est en ordre. Ou en mode automatique, à l'aide d'un micro-ordinateur qui engendre le signal de consigne pour les rampes et les paliers de rotation. La centrifugeuse, système asservi fonctionnant en boucle fermée, un codeur optique à 6000 points par tour mesure la vitesse de rotation. La qualité de l'asservissement donne des fluctuations bien inférieures aux déviations maximales, déjà strictes, autorisées par le cahier des charges. Plus ou moins 2% pendant les phases de montée ou de descente. Et plus ou moins 1% sur un palier de 24 heures, le délai de stabilisation ne devant pas dépasser 5 secondes. L'installation serait incomplète sans les contacts et joints tournants servant à établir les liaisons entre la salle de commande et le modèle pour l'acquisition de mesures en cours de rotation, la transmission d'ordre et la fourniture d'énergie pour la commande d'équipement embarqué dans la nacelle. Un arbre auxiliaire porte à son sommet 6 joints tournants fluides, 5 contacts puissance et 101 contacts tournants mesure. Des chaînes d'acquisition de données disposées près du pivot permettent d'accroître encore la capacité de sculptation des modèles grâce aux techniques du multiplexage. L'établissement des liaisons jusqu'à la nacelle
rend la réalisation des connexions particulièrement rapide pour chaque expérimentation. Dans la salle de commande, un mini-ordinateur assure le pilotage des interventions sur le modèle, des acquisitions de données et un traitement en temps réel de certains paramètres physiques choisis par l'expérimentateur. Tout est prêt pour le lancement d'un essai. Une étroite collaboration a présidé à chaque stade de l'étude puis de la construction entre chercheurs, techniciens et ingénieurs d'Acutronic et du laboratoire central des ponts et chaussées. Elle se conclut par la réalisation d'un outil de recherche moderne qui doit permettre à la France de conforter sa position dans le secteur géotechnique. Je veux dire qu'on est à demi-débit dans la vanne pour l'instant. Hein. « 40 tours minutes. On était stabilisé à 10 G. La vanne doit être fermée là. Pas tout à fait. À 95 G, on va bientôt passer en freinage pur. Hein. Kilowatts va s'écrouler d'un seul coup là. Puissance consommée 360 kW. Ouais. Et ça commence à diminuer. Vous devez commencer à fermer l'eau là.